Est-ce que toi, tu as eu un mentor, une sorte de maître Jedi qui t'a guidé dans la force? Tu vois, tu as le héros qui parcourt la forêt enchantée et il va y avoir ce personnage qui va arriver à un moment donné, un enchanteur, et qui va lui donner le mot exact qu'il recherche pour trouver l'indice ou je ne sais quoi. Comme dans Fort Boyard. Je vous donnerai pas mon numéro de CB. Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue sur Systémator, le podcast des mecs qui se demandent qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. C'est Seb et Wesley. Salut Wes. Salut Seb et salut à tout le monde. Troisième épisode de Systémator. Aujourd'hui, on va parler des mentors. C'est ces personnes qui nous ont pris en quelque sorte sous leur aile et qui nous ont aidés à avancer sur nos projets et du coup à développer nos compétences. Et donc, ensemble avec Wesley, on va expliquer l'intérêt d'en avoir un, parler un petit peu du self-made man et du principe d'être autodidacte. Et enfin, on parlera comment trouver des mentors si vous n'en avez pas. Et on vous donnera nos meilleurs conseils gratinés pour ce troisième épisode. Absolument, mon cher Sébastien. Mais avant tout, Wesley, il y a quelque chose qu'on doit dire. Et oui, on doit faire ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire proposer aux gens, inviter les gens qui nous écoutent à aller mettre une note sur la plateforme de podcast qu'ils utilisent. On pense notamment à Apple Podcast, à les mettre 5 étoiles pour soutenir Systémator si vous souhaitez que le podcast continue, parce qu'on tourne, là c'est le 3e épisode aujourd'hui, des épisodes test pour tâter un petit peu la température, voir comment l'audience répond. Donc allez mettre vos étoiles sur la plateforme de podcast. Je l'aurais pas mieux dit. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est y part, c'est parti. Alors, premièrement, première partie de cette émission, faut-il un mentor? Wesley, est-ce que toi, tu as eu un mentor, une sorte de maître Jedi qui t'a guidé dans la force? La réponse est oui. Oui. Et je n'en ai même pas eu qu'un seul. Est-ce que c'était français cette phrase? Ouais. J'en ai pas eu qu'un seul, j'en ai eu deux mentors officiels, mais c'était des coachs en tout cas, mais qui m'ont clairement aidé à des moments de ma vie. Et des mentors officieux, là comme ça en tête, je pourrais pas te dire, mais j'en ai eu, ça c'est sûr. Alors justement, comment tu différencies toi mentor, coach? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Parce que tu parles d'officiel et de non officiel. C'est justement quelque chose d'intéressant dont on pourrait parler, peut-être commencer là-dessus. J'avais eu cette discussion avec quelqu'un, avec Stan de Marketing Mania, quand on bossait sur une formation pour les freelances. Donc c'est une formation pour aider les freelances à développer leur business. On avait eu cette discussion sur la partie networking et cette idée un peu qui serait apparemment pas mal française en fait, que pour avoir un mentor, c'était vraiment t'avais vraiment une sorte de rite de passage. Il fallait que ce soit un peu officiel, que ce soit vraiment acté que c'est ton mentor ou autre, alors que finalement, souvent, tu as des gens qui t'aident, qui te donnent des conseils, qui sont là quand tu as besoin, et qui sont pas forcément des mentors officiels, entre guillemets, quoi. Ils sont juste là pour t'aider, et ça devient, par la force des choses, naturellement, finalement, des mentors. Toi, comment tu te positionnes là-dessus? Je dirais qu'il y a tout un spectre, effectivement, de personnes qui sont là sur notre chemin, un petit peu comme dans un film où tu vois, tu as le héros qui parcourt la forêt enchantée et il va y avoir ce personnage qui va arriver à un moment donné, un enchanteur, et qui va lui donner le mot exact qu'il recherche pour trouver l'indice ou je ne sais quoi. Comme dans Fort Boyard. Et c'est marrant parce que dans l'épisode précédent, on parlait de tous ces bruits environnants, de toutes ces distractions. Et c'est parfois pas facile de faire la distinction entre quelqu'un qui va donner un bon conseil et quelqu'un qui va au contraire te disperser sur ta route. On a parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent. Donc il y a tout un spectre, il y a vraiment des personnes qui vont être là de manière très parsemée, c'est-à-dire qu'on va recevoir un conseil à un moment donné, puis on va peut-être pas les voir pendant un an, et on va recevoir un autre conseil un an après, où on va peut-être plus jamais leur parler. Et de l'autre côté du spectre, il y a les personnes qu'on va côtoyer
sur une base régulière. Moi, en tout cas, pour déjà répondre à ta première question, la différence claire et nette entre un mentor et un coach, c'est que le coach, tu le payes pour obtenir un résultat et t'accompagne. Donc, il y a quelque chose qui est quasiment, pas forcément contractuel, mais en tout cas qui est monnayé. Ou en tout cas qui tend à l'être, hein. Il peut y avoir une session gratuite de coaching. Un mentor, c'est plus quelqu'un qui est, que je verrais en toile de fond et qui veille sur toi, qui a ce côté voilà, bienveillant, un petit peu comme le Padawan et son Jedi, ou plutôt l'inverse, le Jedi et son Padawan. Ouais. Donc c'est la différence que moi je ferais entre les deux. Ok, intéressant. Est-ce que toi, tu as une autre définition, d'autres définitions? Moi, effectivement, je sépare vraiment les deux. En ce moment, je suis en train de me faire coacher, justement. Et c'est la première fois que je me fais coacher officiellement. Parce que c'est vrai que se faire coacher, c'est un terme un peu générique qu'on attribue pour pas mal de choses. Mais un vrai coach, entre guillemets, sans jugement de valeur, le métier de coach, c'est quelqu'un qui va te poser les bonnes questions pour que tu trouves tes bonnes réponses, en gros. Qui va te mettre en lumière certaines choses, certaines dysfonctions dans ton discours ou certaines choses ou mettre en lumière certaines choses que tu vas dire et clarifier tes objectifs. Alors que finalement, le mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment te donner des conseils, en fait, qui va donner son avis, qui va te donner son retour d'expérience et qui va vraiment donner les informations claires et précises là-dessus. C'est d'ailleurs, moi personnellement, j'ai eu pas mal de mentors différents, je pense, directs ou indirects. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des personnes, effectivement, que j'ai côtoyées et des personnes où, finalement, c'est devenu des mentors. Des fois, ils ne le savaient presque pas. Mais en fait, avec le contenu aujourd'hui, tu peux vraiment voir cette relation qui se fait ou avec des gens, même si tu ne leur parles pas, qui, finalement, sont présents dans ta vie au quotidien et qui vont t'apporter des choses tous les jours, en quelque sorte. Qui vont te guider, quoi. Un peu comme ton étoile du Nord. C'est ça. Et en ce moment, en étant coaché, j'ai un peu cette frustration presque. Des fois, j'ai envie de dire à mon coach, putain, mais dis-moi un truc, quoi. Genre, dis-moi ce que je dois faire, en fait. Et en fait, non, il a juste raison. Il n'est pas là pour ça, en fait. Je ne paye pas cette personne pour ça. Et moi qui suis un grand habitué, finalement, de cet échange ou avec des feedbacks, des conseils avec des mentors, finalement, c'est un peu déstabilisant, presque. Justement, ça me fait penser à une question pour toi, Seb. Est-ce que, selon toi, c'est un passage obligé d'avoir un mentor dans sa vie? Moi, je pense que c'est un passage obligé à partir du moment où tu veux atteindre où tu as une certaine exigence, tu veux atteindre un certain niveau dans ce que tu fais. Parce que pendant longtemps, j'ai tout fait un peu moi-même, de manière un peu autodidacte. Et c'est pour ça que j'y crois pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que pour moi, tu peux être autodidacte, donc tu peux, par exemple, prendre une caméra, les filmer n'importe où, ou commencer à faire, je sais pas, des émissions, des livres, ce que tu veux. Mais si tu fais sans absolument rien apprendre nulle part, ni de livres, ni de vidéos, ni de tutos, ni quoi que ce soit, tu vas vraiment galérer longtemps, en fait. Et tu vas perdre beaucoup de temps de manière un peu inutile. Et en plus, dans le monde où on est aujourd'hui, où il y a beaucoup de contenu avec Internet, beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, beaucoup de choses comme ça, ça n'a presque pas de sens de se passer d'un mentor, je trouve, même d'un point de vue vraiment très rationnel. Et après, il y a aussi ce fait que, comme je l'ai dit, tu trouves... il y a pas, je pense que ça n'a pas forcément de sens non plus, par contre, d'avoir une quête absolue du mentor. J'avais eu cette discussion, je me demande si c'était pas avec toi il y a plus d'un an, un truc comme ça, où on se disait ah ouais, moi j'ai pas de mentor, ou j'ai vu cette discussion avec quelqu'un qui était presque gêné de pas avoir de mentor ou de pas avoir quelqu'un qui avait cette relation que moi j'ai eue avec d'autres personnes, alors qu'en fait, ça, personnellement, dans tous les cas, moi c'est fait de manière un peu naturelle, en fait. Avec des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré à certains moments. Et voilà. Et pour moi, ouais, c'est quelque chose qui est obligatoire si vraiment tu veux t'améliorer, parce qu'ils vont te donner les bons conseils, ils vont t'orienter sur les bonnes choses, sur les bonnes problématiques. Voilà. Et ils vont t'apporter leur expérience. Et après, c'est pas parce qu'ils vont te dire qu'il faut pas faire ça que tu vas pas le faire, en fait. Parce que tu as tout le temps ce truc où, ouais, tu m'as dit ça, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et voilà, donc ça n'empêche rien, mais en tout cas, leur point de vue est intéressant, parce que même si après tu te trompes, tu comprends pourquoi ils ont dit ça. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses que c'est obligatoire ou pas? J'ai un avis qui rejoint pas mal le tien, dans la mesure où
à un moment donné, quand on veut avancer et être performant dans un domaine d'activité et obtenir des résultats, le fait d'avoir un mentor ou un coach, je les mets dans la même grande catégorie, mais aujourd'hui on parle spécifiquement des mentors, ça va être un accélérateur, d'autant plus si cette personne-là a déjà obtenu des résultats similaires à ceux que l'on veut atteindre, parce que elle a un historique et elle peut nous donner le plan de la carte, enfin la carte en l'occurrence, en nous disant voilà l'itinéraire, c'est ça, en tout cas celui que j'ai emprunté, et encore une fois ça va pas faire le boulot à notre place, mais c'est un réel accélérateur. À titre personnel, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je me suis fait coacher 2 fois dans ma vie, comme je le disais au début de cet épisode. Une fois par Alexis Santin, de Nouvel Homme, qui était initialement un mentor pour moi, donc c'était plutôt officieux. C'est-à-dire qu'en gros, tu suivais ses contenus sur Internet. Je suivais ses contenus et on est devenu... il m'a ajouté en ami, entre guillemets, sur Facebook. Ça devait être en 2014. On avait eu un appel... téléphonique gratuit et il m'avait donné des conseils, il m'avait posé des questions par rapport à un blog d'orthographe que j'avais à l'époque. Et finalement, c'est que 3 ans plus tard, en 2017, que j'ai répondu positivement à une de ses newsletters dans laquelle il vendait tout simplement un autre appel de coaching, mais là, un autre appel gratuit, mais qui lui, cette fois-ci, menait à un vrai coaching. Et je me suis lancé dans l'aventure et je ne le regrette pas parce que ça m'a permis de faire un bond gigantesque en avant, et d'autant plus que ça a coïncidé avec à la fois le lancement de mon premier podcast et une centaine d'épisodes enregistrés d'affilée en 100 jours, et également l'embrayage sur la fin de mon CDI de l'époque. Donc ça a été porteur en changement dans ma vie. La deuxième fois que je me suis fait coacher, très rapidement, c'était plus au niveau des relations amoureuses, mais en fait les relations amoureuses c'était pas le cœur du coaching, finalement c'était davantage la capacité à m'imposer, à assumer qui je suis dans mes points positifs, mais également ce que je perçois comme des faiblesses, et à ne pas m'excuser d'être qui je suis. Et ça m'a beaucoup apporté. Là, c'est Disa Dalberg qu'on a tous les deux rencontré en Islande et qu'on est allé interviewer là-bas, qui m'a coaché sur une période, c'était beaucoup plus court. Et ça m'a aussi beaucoup aidé sur le moment, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant parce qu'au final, toi, de ce que tu me dis, t'as pas eu vraiment de... T'as plus été client de coach que avoir eu des personnes qui étaient juste dans ton entourage et qui t'ont tiré vers le haut réellement dans ce que tu veux faire. Comment tu le définis, toi, est-ce que tu estimes avoir eu des mentors? Si on fait vraiment une distinction coach-mentor, est-ce que tu estimes avoir des mentors ou pas? Non, j'ai pas de mentor. Ouais. J'ai pas de mentor. Parce que je peux dire que ma mère, parfois, me donne des conseils vraiment pointus et pertinents au niveau artistique, sur ma vision, en me disant, tiens, il y a ça. Et ayant été artiste peintre et professeur d'art plastique, j'ai l'impression de raconter toute ma vie, mais je vous donnerai pas mon numéro de CB. Elle peut m'aider, elle peut m'aiguiller là-dessus. Elle a cette compétence, en fait, vu qu'elle est dans un milieu artistique aussi, c'est ça, de t'aider, en fait. Mais si ça n'avait pas été le cas, c'est le retour de parents, mais au final... Ouais, c'est ça. J'allais dire même mon père, mais ça reste très limité, même si ça vient avec le cœur. Finalement, nos parents sont forcément des mentors, peut-être. C'est ça. Forcément, pas forcément, mais souvent, peut-être c'est quand même le cas à un moment donné. Ouais, c'est clair. Après, oui, ça dépend aussi de la relation qu'on a à nos parents. Je dirais peut-être, dans une moindre mesure, Moni, qu'on connaît tous les deux, au niveau money, au niveau argent. Je pense qu'il m'a mentoré d'une certaine manière, même si c'était indirect. Il a eu une influence sur moi, sur ma capacité à être davantage rationnel dans ma vie et plus autodiscipliné, plus efficace dans mon travail, dans mon organisation. Mais je pense pas que, en termes d'influence sur moi, ça aurait l'influence est suffisamment grande pour que ce soit au niveau de l'influence qu'un mentor aurait eu. En revanche, je le considère tellement comme un ami avant tout que c'est difficile de le voir aussi comme un mentor. C'est ce que je veux dire. Donc je te retourne la question, mais mis à part ça, là sur les dernières années, je vois pas vraiment de mentor. Peut-être Reda Touzani aussi dans la musique, qui m'a quand même aidé. Je le vois comme un mentor, mais c'est pas des mentors qui ont 10 échelons d'avance sur moi, c'est des mentors qui ont un demi-échelon ou un échelon d'avance sur moi dans ces domaines respectifs. D'accord, ok.
Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est plus des amis qui sont un peu plus avancés que moi dans certains domaines et qui vont un peu m'aiguiller, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, des bons amis qui vont te donner des bons conseils. Mais plus parce qu'ils sont en train de découvrir ces choses-là. Ils ont découvert ces choses-là un petit peu avant moi, finalement. Ouais, d'accord, ok. Intéressant. Ouais, mais du coup, je me rends compte, moi, j'ai une expérience totalement différente là-dessus. Par exemple, pour la vidéo, j'ai appris ça avec un gars qui s'appelle Bernard Bertrand, qui est photographe et vidéaste depuis plus de 15 ou 20 ans, je sais plus aujourd'hui, et qui en gros a bossé pour des grosses marques, du Dior, du Levi's, qui a appris avec un gars que je crois qui s'appelle Jean-Baptiste Mondino, qui est vraiment une pointure absolue dans la mode, et lui a appris vraiment à la dure avec lui, quoi, vraiment tout en bas de l'échelle en tant que stagiaire, puis après stagiaire assistant, puis enfin assistant professionnel. Il a fait ça pendant 3 ans. Enfin, vraiment, il a un parcours vraiment très inspirant et en même temps très difficile, parce que en gros, pour donner une idée du niveau d'exigence qu'il a eu lui à l'époque où lui a appris, les stagiaires, si t'en avais un seul qui s'asseyait, il était viré. Et il m'a dit c'était pas des blagues, quoi. Il y a un collègue à lui qui s'était assis, il s'est fait virer le lendemain. Mais vraiment, tu vois le niveau, mais c'était un peu la mecque de la mode, quoi, à Paris, quoi. Donc ouais, et lui en fait a fait des cours en ligne sur le site tuto.com qui était de très très bonne qualité. Tuto.com, c'est un site où n'importe qui peut faire des cours. Donc si tu as une compétence, en fait, tu peux commencer à faire des cours, mais voilà. Et du coup, tu as pas mal de personnes qui ont différentes compétences, on va dire assez génériques. Par exemple, tu as beaucoup de graphistes, beaucoup de développeurs, mais qui vont avoir des compétences que tu pourrais avoir avec 5 ans d'expérience, on va dire normale, plus peut-être des études, voilà. Donc au final, c'est cool. Mais lui avait quelque chose d'intéressant parce qu'il avait tellement un haut niveau, un niveau extrêmement professionnel dans ce qu'il faisait, un niveau très très pointu dans la mode, puisque la mode c'est très technique dans la vidéo et la photo, que ses cours avaient une vraie valeur ajoutée et il s'est vraiment différencié sur le site par rapport à ça. Même aujourd'hui, alors qu'il ne fait plus de cours, je pense que ses cours restent des best-sellers tellement ils sont de très très bonne qualité. Et du coup, j'ai commencé à apprendre avec lui. Donc en gros, j'ai acheté ses cours, tous ses cours, et puis en fait, je lui ai envoyé des messages tout simplement. C'est-à-dire que je lui posais des questions, je lui envoyais mes vidéos, je lui demandais ce qu'il en pensait, etc. Et en fait, je lui ai envoyé tellement de questions qu'au bout d'un moment, il m'a donné son mail. Puis après, on s'est appelé, puis on s'est vu, etc. Donc c'était très intéressant là-dessus et j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai eu quelqu'un d'autre qui était à la base, entre gros guillemets, un concurrent, puis un partenaire, puis un très, très bon ami, qui s'appelle David. Donc lui, il a la quarantaine, il a en gros monté la plus grosse web télévision de jeux vidéo d'Europe, entre 2014 et 2016, quelque chose comme ça. Et donc, moi j'avais une web télévision à cette même époque et j'étais un peu presque jaloux de leur réussite en me disant ils sont vraiment forts, ils gèrent vraiment bien le truc, etc. Et en fait, un jour, il s'est pris le chou avec son associé et ils ont tout fermé du jour au lendemain. Et lui, il est reparti de zéro sur YouTube. Donc, il est passé d'une chaîne à 100 000 abonnés à zéro. Et avec aucune connaissance technique. C'est-à-dire que c'est son collègue qui gérait toute la technique. Et donc, je l'ai approché en mode « Salut, j'ai vu que t'es un peu en galère et tout ça niveau technique. Moi, je peux t'aider. » Et pas de réponse. Et au bout de 3 semaines, il me répond. Et il me fait « Ouais, ça m'intéresse. Voilà mon Skype. » Et on commence à s'appeler comme ça. On a commencé, donc je l'ai aidé un petit peu là-dessus. On a commencé à organiser des événements ensemble. Et puis, il m'appelait souvent pour un conseil technique, etc. Et on est vraiment devenus potes, à tel point que maintenant, je connais sa famille, je passe des vacances chez lui, et c'est génial. Et je sais que dès que j'ai un souci, je l'appelle et il m'aide vraiment sur les aspects business, financiers, ce genre de choses. Et il a très très bon conseil, il a une très très bonne analyse des business models, des situations. C'est quelqu'un qui est vraiment au cœur de ces sujets-là et qui m'apporte beaucoup. Et puis, plus récemment, je pense que j'ai eu Stan Leloup de Marketing Mania qui, un peu pareil, en fait, j'ai suivi ses cours. Et je l'ai suivi très très intensément, tous ses cours qu'il a fait. Donc, il a des cours de très très bonne qualité, très très pointus sur ce qu'il fait. Et en fait, je l'ai suivi à l'époque. Il n'avait pas encore lancé sa chaîne YouTube, je crois. Donc, en gros, il était encore très accessible. Et en fait, un jour, je lui envoie un mail et j'avais 3 classeurs complets de tous les cours qu'il avait donnés. Donc, j'avais résumé dedans ces 2 cours qui faisaient peut-être presque 10 heures chacun. J'avais tout réécrit, j'avais pris plein de notes, j'avais tout imprimé. Pareil pour ses podcasts, pareil pour ses vidéos, j'avais fait dans des classeurs. Et je lui ai envoyé la photo des 3 classeurs en lui disant
voilà tout le travail que j'ai accompli avec toi. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a fait gagner 10 ans, quoi, concrètement. Et c'est par l'apprentissage de ce qu'ils me donnaient, en fait. J'étais d'abord souvent client d'eux pour Stanislas Leloup et Bernard Bertrand. Et ensuite, en fait, on a développé une relation, on a discuté, on a échangé. Et voilà. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris, que je me suis entouré de ces personnes-là. Donc, c'était assez intéressant. Ouais, bah, j'allais te poser une question, mais tu y as répondu en partie. C'était quelle est la porte d'entrée à ces mentors? Comment on y accède? Bah, tu viens de me dire en achetant des formations. Ah, pas que ça, ouais. Il n'y a pas que ça, mais peut-être que je peux tourner la question autrement. C'est si toi demain, ou peut-être que tu l'es déjà ou tu l'as déjà été, mais si tu devais être mentor de quelqu'un la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait que cette personne ait fait pour que tu deviennes son mentor? Est-ce qu'il faudrait que tu l'apprécies particulièrement? Je pense que le fait de répondre à cette question, ça va peut-être vraiment donner des éléments concrets à nos followers. Ouais, j'ai une très bonne question et j'ai un cas en fait. Alors, c'est pas officiel, mais j'ai quelqu'un que je pense que j'ai été un peu mentor pour lui. C'est mon ami Hugo, qui est en gros. Comment résumer Hugo? Hugo, c'est un gars qui a candidaté dans ma web télévision. Il avait 16 ans. Et en gros, il a commencé tout en bas de l'échelle. On cherchait des gens qui faisaient du dérush. Donc, le dérush, en gros, tu regardes une rediffusion d'une vidéo qui dure 3 heures et tu prends les meilleurs moments pour qu'on en fasse un montage à la fin. Donc, c'est vraiment. Et tu notes chaque fois les timecodes. Il s'est passé tellement à 4 minutes, il s'est passé quelque chose jusqu'à 4 minutes 30, etc. Donc, c'est un travail ultra chiant, quoi, que personne veut faire. Et lui, il a été recruté pour ça. Donc, il est arrivé tout en bas de l'échelle. Et il a vraiment une vraie implication, il s'intéresse au projet, il apportait des idées, il essayait d'être à sa place et en même temps, il apportait des choses. Et en fait, je pense que c'est ça la réponse. Et il apporte de la valeur en fait. Il apporte de la valeur et il montre une motivation. Par exemple, quand j'ai discuté avec Bernard Bertrand ou Stanislas Leloup, la valeur que je leur apportais, c'était des retours par rapport à leur formation, par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils avaient des cas clients, j'en faisais des témoignages. Voilà, ils avaient de la matière pour construire leur nouveau cours, par exemple, ou l'améliorer, ou voilà. Pour mon ami David, je l'ai aidé sur de la technique. J'ai vu une lacune, il était mauvais en technique. Je l'ai aidé là-dessus et aujourd'hui, il est autonome là-dessus grâce à moi. Et pour Hugo, lui nous a apporté pas mal de choses parce qu'il était passionné de sport, de plein de sports différents. Et nous, il a pu transcrire cette passion dans le jeu vidéo là-dessus et il nous a aidé à développer pas mal de choses là-dessus. En plus d'être motivé, d'être disponible, etc. Et du coup, je l'ai un peu pris sous mon aile. Il est même venu s'installer à Lyon alors qu'il n'était pas du tout du coin à la base. Je lui ai fait rencontrer un peu tous les gens qui pouvaient l'intéresser. Et aujourd'hui, il vole de ses propres ailes et il est très, très performant pour son jeune âge, quoi. Et en fait, globalement, tu as la motivation, le fait que quelqu'un te donne des conseils. N'importe qui peut donner des conseils, en fait. Mais si tu reviens voir la personne, si tu demandes des conseils à tout le monde, ça va pas t'apporter grand-chose. Par contre, si tu demandes un conseil à quelqu'un qui t'en donne, que tu penses sont intéressants, que tu les appliques et que tu reviens le voir et tu dis, bah voilà, j'ai appliqué ça, voilà mes résultats, ce que je fais après, bah ça montre, ok, la personne s'est intéressée à ce que j'ai dit, je lui ai apporté quelque chose et il est motivé. Et ça c'est une des meilleures choses là-dessus. Et après, bah, apporter de la valeur, bah, si quelqu'un a une lacune, comment est-ce que vous pouvez l'aider, voilà. En gros, il faut que... C'est un peu une relation dans les deux sens, quoi. Même si c'est un mentor qui va t'apporter des choses, en fait, en réalité, toi, tu lui apportes aussi des choses. Peut-être qu'il y a un côté aussi reflet, miroir aussi là-dessus. Il va t'apporter du feedback, tu vas le voir se développer. Ça peut être quelqu'un aussi qui, derrière, va avoir des compétences qui peuvent être croisées, qui peuvent être intéressantes pour toi, pour tes projets, pour travailler avec, etc., quoi. Absolument, absolument. Ce que tu dis, ça fait sens et ça résonne avec mon expérience, notamment avec Alexis Santin, où on est passé de cette, au début, relation client et créateur de contenu. J'avais acheté une de ses formations, ça remonte à 2011 ou 2012 je crois. Quelques années plus tard, on a scout de téléphone en 2014. Et puis, ensuite, amis sur Facebook, on parlait de temps en temps. J'ai plus tout l'historique, mais voilà. Et puis finalement, en 2017, il finit par me coacher, mais il avait déjà ce statut de mentor. Dans ma tête, c'était déjà un mentor. Et c'est peut-être lui, d'ailleurs, le mentor le numéro 1. C'est vraiment la personne à laquelle je pouvais, entre guillemets, m'identifier, ou qui avait vraiment cette aura par rapport à moi, qui était
que j'avais jamais rencontré encore en personne, mais que j'ai pu rencontrer par la suite, mais qui était juste à la limite entre quelqu'un qu'on voit sur le web et qu'on peut, qui a cette auréole entre guillemets au-dessus de la tête, mais pas trop non plus parce que on sait que cette personne est accessible et on lui a déjà parlé et c'est pas non plus, on parle pas de Casey Neistat ou quelqu'un de inatteignable entre guillemets. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que cette relation a encore évolué ensuite en 2018, je crois, enfin 2017, en prenant un nouveau tournant, puisque on a inversé les rôles et c'est lui qui est devenu mon client, puisque je l'ai aidé à écrire des livres. Il était cette étape-là d'écrire des livres à partir de son contenu. Et voilà, moi j'avais cette compétence à lui apporter, la compétence rédactionnelle, orthographique, à apporter à son contenu. Et c'est marrant de voir comme quand on s'implique, parce que en fait, je pense beaucoup à ce mot-là, tout à l'heure quand tu parlais de motivation, l'implication, quand on s'implique, effectivement, les personnes ont envie de passer du temps avec nous parce que elles sont gagnantes également. Ouais, du coup, Seb, on a parlé de mentor, de coach dans cet épisode. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, avoir un mentor ou plutôt un coach? Ou les deux? C'est difficile à dire parce que du coup, moi, en fait, j'ai beaucoup d'expérience avec les mentors et peu avec les coachs finalement. Toi, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. Et l'avantage du coach, c'est qu'au final, il est là quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vu que tu le payes, tu sais qu'il est là pour toi en fait. Tu sais qu'il va pas te lâcher et justement, il va te tenir jusqu'à ce que tu y arrives. Le mentor, il n'a pas cette obligation forcément, quoi. Il fait ça un peu sur son temps libre. Si à un moment tu galères et que tu tournes en rond, il peut très bien te dire écoute, je peux pas non plus ta maman, quoi. Je peux pas m'occuper de toi tout le temps là-dessus. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Disons qu'un coach, c'est officiel. Tu prends un coach, tu le payes, c'est officiel, c'est ton coach. Et un mentor, pas forcément. Il n'y a pas forcément, encore une fois, cet adoubement. Oui, tu seras mon padawan, quoi. Voilà. Disons que je pense que ça dépend des niveaux, encore une fois. Et tu sais, la dernière fois, on parlait de différents stades pour les networking. Je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à mon avis, au départ, c'est super intéressant d'avoir un mentor parce que tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de développer tes compétences, tu as besoin de devenir meilleur dans ton domaine. Et que passé un certain stade, encore une fois, tu as besoin d'appliquer un maximum et de faire ta propre expérience à toi. Parce que tu as déjà les compétences et maintenant, maintenant que tu sais la théorie, il faut l'appliquer. Et le coach, à mon avis, a plus un intérêt là-dessus pour savoir, vers quoi, maintenant que tu sais faire, vers quoi tu veux t'orienter, et deux, comment tu l'appliques. Et c'est pour cette raison, personnellement, que j'ai pris un coach et que j'ai arrêté un peu de me retourner tout le temps sur mes mentors, parce que j'avais un peu ce truc, une phase un peu, tu vois, où je ne sais pas exactement vers quoi je veux me diriger, j'ai lancé plein de projets, j'ai testé pas mal de choses et tout, mais ce truc, au final, j'ai essayé plein de choses, mais il n'y a pas un truc qui me plaît plus que les autres, où je me dis, je peux faire ça toute ma vie, et c'est assez difficile un peu là-dessus. Et mes mentors peuvent pas forcément m'aider là-dessus parce que justement ils vont me donner leurs conseils et leur point de vue. Et là c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très interne, ce qu'on veut faire de sa vie. Et le coach lui va avoir ce rôle-là de t'aider là-dessus. Il va pas te donner de conseils. Et donc en fait ils sont complémentaires, mais je pense qu'au début c'est bien d'avoir des mentors pour se challenger, soumettre son travail à la critique et avancer là-dessus, avoir des coups de mou ou autre, avoir du conseil pertinent. Et qu'après, quand c'est à nous vraiment d'y aller, le coach, il est là pour te permettre d'avancer, pour te remettre en question, pour te mettre sur les bonnes rails et faire en sorte que tu te tiennes à tes engagements que tu te donnes et pas que tu changes d'avis toutes les 5 minutes, quoi. Ouais, donc comme je crois que j'ai évoqué ça au tout début de ce podcast, mais je disais le mentor, selon moi, quand on essaie de définir ça, il est là un peu en toile de fond, il veille sur toi, c'est un peu le mec, tu vois, il te voit gravir la montagne et un peu comme la lune tu vois, verrais un peu sur le petit personnage là, voilà, j'essaie d'imaginer un truc un peu imagé, alors que le coach ça va être quelque chose de spécifique. Il va t'aider sur une ligne droite à te dire ok, là tu vas aller d'un point A à un point B, on va y aller de la meilleure manière possible, que ce soit le plus vite possible ou avec le moins d'efforts ou on va mettre des efforts, mais le coach il est là pour optimiser quelque chose à un moment donné de manière spécifique. C'est un accélérateur, un coach. Le mentor je vois plus ça sur le long terme et plus général aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord aussi. Et voilà, on a un peu fait le tour de ce sujet-là. Peut-être que vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour trouver un mentor, comment est-ce qu'on peut développer ça. Je pense qu'on a apporté pas mal d'éléments de réponse dans cet épisode. Globalement, pensez à la valeur que vous apportez aux autres.
pensez aussi que si vous êtes motivé, généralement, la motivation fait beaucoup plus que les compétences dans ce cas-là. Dans le cas où tu vas avoir une relation avec des clients, évidemment, ta compétence est super importante. Mais ta motivation l'est aussi, mais je pense que c'est 50-50. Tu peux trouver des mentors quand tu as un intérêt pour quelque chose et que tu commences à te former avec quelqu'un ou que tu as trouvé quelqu'un d'intéressant. Et même si tu as 10% de compétences et 90% de motivation, je pense que ça peut le faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Absolument, et ça dépend encore une fois, la personne, le projet. Mais ça me refait penser à Hugo, dont tu parlais juste avant. Il en faut de la patience pour faire ce qu'il a fait au début, le dérushing, c'est ça ? Clairement. Donc j'imagine qu'en termes de compétences, voilà. Et au final, on avait besoin de lui, quoi. Et aujourd'hui, il a pu monter en grade grâce à ça. Donc pour moi, c'est vraiment de l'implication. Et quand on est motivé pour faire les choses bien, évidemment, je suis d'accord avec toi. Je t'ai pas demandé, toi, t'as eu des gens pour qui t'as été un peu mentor, tu dirais Bonne question. Peut-être des personnes de mon ancien podcast Explorateur de créativité, mais je dirais que c'est encore une fois, ça reste de manière éparse, c'est-à-dire des personnes qui m'ont posé des questions à certains moments ou qui allaient me rendre des comptes en me disant Wesley, j'en suis là. Plus un petit peu juste pour me livrer là où ils en étaient, échanger avec moi. Mais c'est important pour moi de me sentir d'égal à égal avec la personne et j'aime pas cette sensation d'être mis sur une marche ou sur un piédestal. J'aime bien pouvoir parler d'homme à homme ou d'homme à femme sans filtre et sans artefacts. Ouais, je vois. Donc ouais. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai tendance souvent à faire, un peu à mettre quelqu'un sur un piédestal ou l'inverse même, en fait. Entre guillemets, moi me mettre sur un piédestal par rapport à l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... Je pense que c'est assez différent. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'on a des parcours assez différents sur ce sujet-là. C'est vrai que quand tu vois... J'ai toujours essayé de m'entourer des personnes que j'estimais être, entre guillemets, les meilleurs dans leur domaine ou qui avaient vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. Où je me dis... En fait, j'essaie de faire un peu l'économie de l'apprentissage, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de voir parmi les gens que je connais, que ce soit que je connais en vrai ou alors que je connais sur la sphère internet, qui est meilleur dans son domaine, et puis après de voir pour rentrer en contact avec ou de suivre les cours qu'ils donnent, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance un peu à suivre uniquement leur ligne à eux, plutôt qu'aller croiser les informations. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus, mais au début, j'étais assez comme ça. Et au final, je jugeais pas mal les gens, et notamment dans la vidéo, tous les gens inférieurs à cette personne dont je parlais, et donc moi, finalement, je me mettais pas dedans, mais en fait, j'aurais carrément dû, parce que j'avais pas du tout le niveau de cette personne-là. Mais du coup, j'estimais ne pas avoir à apprendre autre chose que cette personne-là, quoi, que ce mentor-là en partie. Alors qu'en fait, c'est faux, il y a plein de choses... on loupe pas mal d'infos, et lui, il est spécialisé dans la mode, c'est un type de tournage très particulier, et moi, finalement, je fais pas du tout de ça, je fais d'autres choses, donc voilà, il y a... Personne n'a la science infuse. C'est ça. Sur ce, on va bientôt passer au truc de la semaine, mais avant tout, nous rappelons que si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez, notamment sur Apple Podcast. Ça va nous permettre de voir s'il y a de l'intérêt pour le podcast, qu'on permette de le continuer. Vous avez eu 3 épisodes d'un coup et ça sortira tous les lundis à partir de maintenant. Donc abonnez-vous aussi au podcast et puis vous recevrez tout ça. Et vraiment, ça nous sauve la vie, ça sauve la vie à ce podcast. Si vous nous mettez des avis, ça montre qu'on ne parle pas face à un mur et que vous trouvez peut-être de l'intérêt ou pas. Dedans. En tout cas, faites-nous savoir. Sauver la vie du podcast, surtout en début de vie, ce serait dommage qu'il meure prématurément. C'est ça serait triste sinon. Ça serait triste. Allez, c'est parti pour le truc de la semaine. C'était hyper badant en fait, l'appel à l'action. Je trouve que j'avais presque eu de larmichette, tu vois. Je me dis, les gens, ça se trouve, déjà la fin du podcast, après 3 épisodes, les gars. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais. Alors, Wesley, ton truc de la semaine, c'est quoi ? Le truc de la semaine pour moi, c'est un outil que je connaissais déjà, mais j'ai commencé réellement à l'utiliser tout récemment. Ça s'appelle MindMeister. Je crois que c'est la même entreprise qui a fait MeisterTask. C'est le même. Voilà, bref. Il y a ni l'un ni l'autre. Si MindMeister, ça me dit quelque chose. Ouais, MeisterTask, c'est comme Trello. MeisterTask, c'est comme Trello ou Asana. D'accord.
Et MindMeister, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des mind maps, des cartes mentales en français. Vous savez, ce sont ces schémas qui vont permettre d'organiser des idées. Ça peut être sous forme d'organigramme, comme celui d'une entreprise. Ça peut être des idées organisées de manière circulaire. Et moi, ça me permet de mieux visualiser la manière dont je travaille, notamment vis-à-vis de la musique, où je peux un petit peu tracer comme ça les différentes plateformes, comment elles sont interconnectées les unes aux autres, comment est-ce que je vais pouvoir déplacer mon audience de Spotify à ma landing page que je suis en train de créer. Je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais là, on l'enregistre en mai 2019. Voilà, depuis Facebook, depuis Instagram. Donc voilà, c'est mon outil de la semaine, MindMeister. Si vous voulez créer des cartes mentales, ça permet vraiment de dézoomer sur ses propres pensées et de les mettre sur le papier et d'y voir beaucoup plus clair. Et on trouve des nouvelles idées, et on peut ensuite faire d'autres associations et se dire « Ah ok, ça, donc il y a ça ». Et l'idée, c'est ensuite, à partir de la carte mentale, transformer cette carte mentale en action concrète. Une fois qu'on a nos différentes cases, nos différentes bulles interconnectées, on se dit « Ok, donc pour aller de là à là, quelles sont les actions ?» Et ensuite, ces actions-là, on peut les prioriser et les organiser dans un outil tel que Notion. On a parlé dans le précédent épisode. Absolument. On a débattu pas mal de temps dedans. Est-ce que l'outil est gratuit du coup? L'outil est gratuit, je crois, pour peut-être une ou deux mind maps. Moi, j'ai payé un abonnement à l'année, quelques dizaines d'euros. D'accord, ok. Ouais, dans le même genre, moi j'aimais bien Koggle, qui est un autre outil de mind map qui s'intègre aussi avec Google Drive, qui va te faire aussi des super cartes mentales, qui est très très jolie. L'esthétique est assez important là-dedans. Je crois que dans le même sujet aussi, il y a MindNode pour les utilisateurs Apple, macOS et iPad, iPhone aussi, qui sont payants. Qui sont vraiment pas mal aussi, un peu dans le même genre. MindMeister s'intègre avec la suite Google Drive par exemple? J'ai pas regardé. D'accord, ok. Je termine ma première carte et je te dirai. Ça marche. Quel est ton outil ou ton truc de la semaine, Seb? Moi, j'utilise Shift depuis un petit moment. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent Shift ou Franz. Franz, c'est un outil qui vous permet de mettre plusieurs... C'est comme si c'était un peu un navigateur, mais pour app. C'est-à-dire qu'en gros, dessus, tu vas pouvoir y mettre tes emails, tu vas pouvoir y mettre ton Messenger, ton WhatsApp, ce genre de choses. Et Franz, c'était vraiment pas mal là-dessus. J'ai utilisé pendant plus d'1 an parce que c'est disponible Mac et PC. Et donc, du coup, tu pouvais y mettre pas mal de choses comme ça. Avoir en un logiciel ta messagerie, tes emails et d'autres choses comme ça. Et puis, le problème, c'est que j'ai changé parce que Franz, le problème, c'est qu'il bouffait énormément de ressources. C'est-à-dire qu'en gros, il t'ouvre tout en même temps. Et ça reste tout ouvert tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, toutes tes pages sont chargées en tâche de fond. Et vu que c'est des apps mobiles, enfin des apps web, pardon, ça prend quand même pas mal d'espace sur ton ordi, d'espace mémoire. Et il y a quelques temps, j'ai découvert Shift, qui est vraiment super. Ça va peut-être faire 6 mois que j'utilise. Et c'est la même chose, sauf que vous pouvez vraiment y intégrer plein d'apps différentes. Vous pouvez y mettre aussi bien... Messenger, que WhatsApp, que Netflix, que LinkedIn, Zapier aussi, Calendly, enfin bref, il y a énormément d'intégrations possibles. Il y a aussi Google Drive inclus, il y a Google Calendrier, Gmail, et tu peux aussi ajouter, ce que tu ne pouvais pas faire sur Franz, tu peux aussi ajouter des extensions. C'est-à-dire que les extensions que tu mets sur ton Chrome, tu peux aussi les ajouter du coup, certaines sur Shift. Par exemple, tu as l'extension Boomerang. Je ne sais pas si ça te parle sur Gmail. Gmail, ouais, pour savoir si on t'a répondu et relancer. Non, c'est ça. Boomerang, c'est pour... Boomerang, en gros, c'est pour envoyer des emails. Alors, peut-être que, je ne sais pas, c'est la fonction que tu dis, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais en gros, moi, j'utilise pour envoyer des emails différés. C'est-à-dire qu'en gros, je vais envoyer un email peut-être la semaine prochaine. Si par exemple, je réponds à un client le samedi et que j'ai envie qu'il voit que je lui ai répondu lundi matin parce que je n'ai pas envie qu'il se dise que je bosse le samedi, je vais utiliser Boomerang et ça va lui envoyer l'email lundi, quoi. Et donc ça, par exemple, avec Franz, c'était pas possible parce que normalement, c'est un plugin que tu ajoutes à ton navigateur. Genre, tu vas sur Gmail sur ton navigateur et tu ajoutes ton plugin à ton Google Chrome, par exemple. Et en fait, avec Shift, du coup, tu peux le faire. Et donc, c'est vraiment cool. Tu peux y mettre aussi tous tes Slack. Enfin, vraiment, c'est génial. Et l'autre particularité, c'est que du coup, il charge les pages que quand il va.
Et du coup, t'as pas une machine qui fait tourner tous tes logiciels d'un coup. Ça marche super bien. Et voilà, donc Shift, je vous recommande vraiment. Le seul défaut, c'est qu'il est vite payant. La version gratuite, je crois, est assez limitée. Moi, j'ai plusieurs adresses mail, donc du coup, c'est un peu problématique. Mais sinon, voilà, tu payes à l'année, peut-être entre 40 et 60 dollars à l'année, quelque chose comme ça. Et perso, j'en suis très content, il me fait gagner beaucoup de temps, ça m'évite à chaque fois d'aller sur plein d'onglets. C'est la question que j'allais te poser. Quel est le gain in fine, quoi. Ouais, moi j'aime bien avoir les apps en app. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous avez les apps iPad, iPhone, smartphone, quoi. Et vous avez les apps web la plupart du temps. Messenger, par exemple, est une app web sur ordinateur. Je préfère économiser sur mon navigateur, justement, vu que c'est des choses que j'utilise souvent, je préfère avoir un logiciel dédié pour ça. Tu vois. Ouais, pour avoir moins d'onglets ouverts. C'est ça. C'est ça, d'accord. Et du coup, ça me permet aussi de séparer, quand je travaille, par exemple, j'ai qu'un onglet Google Doc et j'écris dessus, quoi, point. Alors que si j'étais sur mon navigateur, maintenant, en plus, on les voit dans les onglets. Donc, non seulement tu dois ouvrir tes onglets à chaque fois toi-même, mais en plus, tu as des notifications qui apparaissent sans cesse, tu as des trucs qui bougent un peu partout, donc c'est super chiant. Et là, en gros, en une app, tu regroupes plein d'autres apps. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir ton app de calendrier qui est tout le temps ouverte, tu n'as plus besoin d'avoir des onglets Messenger, des onglets Gmail, WhatsApp aussi. WhatsApp est intégré, donc moi perso, si je peux répondre aux SMS, aux appels via mon Mac, ça me va très très bien. Et du coup, voilà, je préfère utiliser ça comme ça plutôt qu'à chaque fois être obligé de soit utiliser mon téléphone, soit d'ouvrir des onglets à chaque fois, de penser à aller voir tout. Par exemple, ces derniers temps, j'ai envoyé 2-3 messages sur LinkedIn et j'ai oublié d'y retourner. Et la personne me dit ouais, du coup, je suis dispo lundi et j'y suis allé mardi, tu vois. Je sais pas, du coup, non. Donc, ça peut être problématique. Voilà. Alors que là, tu as des petites pastilles à chaque fois pour dire que tu as des nouveaux messages. C'est assez clair, ça c'est assez sympa. Et en plus, tu as plein d'intégrations. Tu sais quoi, Seb, je vais te piquer ton truc de la semaine. Je vais le tester. Parfait. Shift, c'est SHIFT. Et c'est sur Mac et PC. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Rendez-vous, du coup, lundi pour le prochain épisode. Absolument. Voilà. Du coup, abonnez-vous à ce podcast. Si vous n'avez pas écouté les 2 autres, ils sont disponibles. On a sorti 3 épisodes d'un coup pour vraiment que vous vous imprégniez du Systemator. Voilà. Bien lancer la machine, Systemator. Exactement. Et puis, voilà, encore une fois, les évaluations sur Apple Podcast, ça nous aide fortement. Et on vous dit à très vite lundi prochain dans Systemator. Ciao. Salut.